Pendant 7 ans, 2500 personnes ont occupé sans autorisation un gratte-ciel abandonné à Caracas. Aujourd'hui, ils célèbrent un événement qui changera profondément leur vie. Ce soir, ils vont ignorer les règles concernant le bruit pour le voisinage et personne n'ira se coucher. Au moins, dans cette partie de la ville. Monica et Juan habitent au 16e étage de la tour de David. La particularité de cet appartement qui fait l'angle est sa vue spectaculaire sur Caracas. En contrepartie, ils doivent monter et descendre les étages à pied, car il n'y a aucun ascenseur en état de marche dans ce gratte-ciel. Mon mari est chauffeur de taxi-moto. S'il peut, il nous conduit jusqu'au 10e étage. Sinon, on descend les 16 étages. J'amène les enfants à l'école, puis je remonte. La construction de la tour a commencé dans les années 1990. L'investisseur principal était le milliardaire David Briembourg. Et c'est de son prénom que vient l'appellation Tour de David. Les plans étaient ambitieux. 45 étages, 10 niveaux d'accès et même un héliport sur le toit. Mais David Briembourg est mort subitement en 1993, puis une grave crise financière a suivi. La construction a été arrêtée et le gratte-ciel inachevé a été mis en vente, mais n'a intéressé aucun acheteur. En 2007, une nouvelle page a été tournée dans l'histoire de la tour lorsque progressivement, les sans-abri de Caracas ont commencé à y emménager. Au départ, nous apportions de l'eau ici dans des jerrycans, à la main. Puis une poulie a été installée. Donc nous, les femmes, nous descendions pour remplir des bouteilles et on les attachait à une corde et les hommes tiraient pour les remonter. C'est notre grand-mère qui nous a aidés à emménager ici. Auparavant, nous habitions près d'un cimetière. Puis on a eu un problème, nous avons loué une maison, mais le propriétaire l'a vendue et nous a demandé de partir. Ma maison à la campagne s'est effondrée il y a 7 ans. À présent, ça va beaucoup mieux par rapport à ce que c'était. Auparavant, nous étions obligés de faire nos affaires dans un sac en plastique noir. Je me lavais en utilisant un sac en plastique également, en versant de l'eau sur moi, jusqu'à ce que des toilettes soient construites à l'arrière. Les habitants de la tour de David utilisent un mot plus souvent qu'un autre. C'est celui de lutte. En effet, la vie dans ces conditions s'apparente à une lutte quotidienne. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias por tu vida, Señor. Gracias por haberte entregado por nosotros. Tu palabra dice que aún dependiendo de nosotros estemos viendo en todo el mundo, Señor. Y yo te pido que esa palabra se cumpla en nosotros. Dejamos todo en tus manos, Dios mío. Dejamos todas las cosas que nos asedian en tus manos. ¿Cómo trabajo? Soy una de las fundadoras del edificio. J'ai été parmi les premiers à m'installer ici. Avant, j'habitais avec ma belle-mère et je suis venue ici avec mes enfants. Lorsqu'on a une famille, on doit pouvoir disposer de certaines conditions de vie. Et il n'y en avait pas là-bas. Nous vivions à l'étroit et les enfants se disputaient beaucoup. C'est ma fille. Elle avait 8 jours lorsque nous sommes arrivés ici. À présent, elle a 7 ans. J'ai poussé la porte en la tenant dans mes bras. La tour de David est un petit état dans l'état. Le portail est gardé et un étranger ne peut pas entrer sans invitation.
Chaque famille choisit un délégué pour la représenter. Les délégués de chaque étage choisissent un coordinateur et au sommet de la pyramide se trouve un président élu lors d'une assemblée générale. Au départ, en gros, on volait l'électricité. Ensuite, nous nous sommes organisés. Ça fait plus de 5 ans que nous payons notre électricité. Certaines personnes ne voulaient pas coopérer, donc on a discuté avec elles pour essayer de leur expliquer les choses. Nous ne voulions pas que les gens disent que nous sommes des clochards, des gangsters, ou que nous avons occupé cet endroit, etc. Certains l'ont quitté de leur plein gré, car ils savaient que de toute manière, ils seraient expulsés lors d'une réunion des habitants. La coopérative des habitants est à présent officiellement enregistrée. Chaque famille paye 200 bolivars par mois, près de 30 €, à un fonds collectif. C'est suffisant pour payer l'électricité et la distribution d'eau. Une fois par semaine, les habitants de la tour de David travaillent ensemble pour nettoyer toutes les ordures. T'as besoin d'un bâton plus long. Ça n'a pas d'importance qu'il soit long ou court. Si, t'as besoin d'un bâton plus long. C'est pas la taille qui compte. Une épée peut être courte ou longue. Il faut juste savoir s'en servir. 1, 2, et c'est dedans. La ville de Caracas, qui compte 4 millions d'habitants, a un taux de criminalité très élevé. C'est pourquoi beaucoup de gens évitent de sortir la nuit. J'étais toujours inquiète pour les enfants. Il y avait des accidents lorsque les gens tombaient des fenêtres ou se baladaient ivres. Une fois, une fillette de 4 ans est tombée du 25e étage. Tout le monde était très inquiet et je commençais à m'inquiéter davantage pour les enfants, parce que des grands morceaux de vitre pouvaient tomber. Lorsqu'il pleuvait, les vitres pouvaient se casser. Il y avait beaucoup de fuites. Et lorsque nous avons emménagé, il y avait un trou dans cette partie. Il fallait faire attention. Au départ, lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas réellement besoin d'un endroit pour vivre. Certains se cachaient du gouvernement, d'autres dissimulaient leur vraie identité. Mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu besoin de recourir à la force. Comment dire ? Je n'ai jamais eu à faire usage de ma force physique pour protéger ma famille. Le gratte-ciel de Caracas a acquis une notoriété, ou plus exactement une mauvaise réputation après la diffusion de la série américaine Homeland. Dans un épisode intitulé « La tour de David », un marine américain est enlevé par un gang de criminels vénézuéliens qui habitent le gratte-ciel. La réalité s'est confondue avec la fiction, et les habitants de la tour ont dû vivre avec la réputation créée par la façon dont ils étaient décrits dans la série télévisée. Pour eux, c'était profondément offensant. Où suis-je ? À Caracas, dans ta nouvelle maison. C'est lui ? Oui, c'est lui.
Il y a eu beaucoup de discrimination. Tu sors dans la rue et les gens disent « Tiens, voilà un des rats qui vivent dans ce trou. Ce sont des gangsters, ils organisent des orgies. » C'était effrayant de sortir. Maintenant, c'est moins évident, mais pendant un moment, il y a eu de la discrimination. Je me souviens, quand je cherchais du travail, dès que je disais que j'habitais ici, on refusait de m'embaucher. Lorsque nous avons emménagé dans la tour de David, dans un premier temps, nous avons habité avec ma grand-mère. Pendant environ 1 ou 1 an et demi, au moment de notre installation, il n'y avait rien que le vide. Cet endroit, de là à là, ça appartenait à ma grand-mère. Et nous avons fait construire ces 2 chambres et ça n'appartenait à personne, donc on nous les a données. Esto no le pertenecía a nadie y esto nos lo cedieron. Este es mi abuelito. Et ça, c'est mon grand-père, ou plutôt ce qu'il reste de lui. Il est mort et nous l'avons gardé parce que nous n'avions pas d'argent pour l'enterrer. Monica et Juan vivent ensemble depuis 10 ans, mais ils ne se marient officiellement que maintenant, dans l'église aménagée dans la tour de David. Ils sont à la veille d'un changement majeur de leur vie. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Au départ, je ne le supportais pas. Et puis, il est devenu mon meilleur ami. J'avais 13 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. C'est l'histoire habituelle. Nous sommes tombés amoureux. Bon, je pense que c'était moi qui suis tombée amoureuse. Lui, c'était un vrai hooligan. C'est une histoire pas banale. Je vais vous la faire courte. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai poussé son ami dans une flaque. Je connaissais son ami. Ce jour-là, il pleuvait dans le quartier où nous habitions. Et j'ai poussé son ami dans une flaque parce qu'au Venezuela, nous jouons dans l'eau quand il pleut. Elle a dit à son ami que j'étais un abruti, alors je l'ai poussé dans une flaque aussi. Je crois que c'est là que tout a commencé. Ça me fait rire. D'habitude, les couples ne se rencontrent pas de cette manière. Je me suis rendu compte que ce serait la femme de ma vie quand j'ai eu un problème de santé. Elle a passé tout son temps à l'hôpital avec moi. Je crois que c'est là qu'elle m'a complètement conquis. Nous sommes au 7e étage. Et il nous reste encore 9. Tant que nous n'avions pas trouvé Dieu, je ne pouvais pas tolérer ça. Parce que comme la plupart des hommes vénézuéliens, mon mari était un coureur de jupons. Je n'avais pas l'impression qu'il m'appréciait, ni les enfants. Depuis toute jeune, je rêve du jour de mon mariage. Il sera si beau. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable depuis 10 ans que nous sommes en couple. J'ai trouvé Dieu et il a commencé à apprécier sa famille. Ça y est, on est arrivé. On a gagné.
Andrea a 19 ans et vient juste de terminer ses études. Comme de nombreuses jeunes filles vénézuéliennes, elle a trouvé un mari très jeune et a très rapidement eu un enfant. Les femmes comme elle ne sont pas découragées par des conditions de vie difficiles ou par l'absence de travail. Elles sont capables de tolérer ça. J'étais en 5e année de scolarité et puisque j'habitais ici, j'ai eu l'idée d'écrire un mémoire sur la discrimination envers la tour de David. J'ai fait des recherches sur Internet qui m'ont amené à l'organisme d'État qui s'appelle FOGAD. Ces coordinateurs m'ont aidé. J'ai eu la note de 19 sur 20 pour une petite erreur. C'était peut-être parce que je n'avais pas eu assez de temps, puisque j'ai commencé à travailler sur le mémoire au dernier moment. Certaines personnes se sont excusées de leur comportement envers moi. C'était incroyable. J'éprouvais des sentiments mitigés. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, mais tout s'est passé comme je voulais. Pour moi, ma grand-mère est l'esprit de cette tour et elle est toujours là, et dans les autres, et souriant. Elle est l'esprit de la tour et ce n'est pas seulement parce que c'est ma grand-mère. Ça te plaît? Oui. Allons essayer. Et ça vient ici. Oui, c'est bien. Ça se porte comme ça. Les bretelles se nouent. Comme ça. Je suis très émue parce que nous avons habité ici pendant tant d'années et à présent, tant de personnes ont déménagé. Nous sommes presque les seuls à rester ici. Je ne sais pas où nous irons, on ne nous l'a pas dit. Nous sommes toujours en attente. Et le reloge d'abord les habitants des étages élevés. Une fois, j'ai fait un rêve. On nous avait relogés et donné de nouveaux appartements. Je voyais ces appartements en rêve. C'était magnifique. On m'avait donné la clé, l'appartement, tout. J'ai vu la clé et l'appartement. J'ai vu mon mari à la maison, ma grand-mère et ma mère dans leur propre appartement. J'ai vu plusieurs voisins et tout le monde était heureux. Il ne reste que quelques jours avant le début du programme de relogement de la tour. Le comité gouvernemental a vérifié la liste des habitants qui restent. Tous les noms manquants déclencheront un scandale. C'est pourquoi les fonctionnaires ne sont pas très heureux de voir des caméras. Pas de caméra, s'il vous plaît. Il n'y a personne chez moi. Sarah, demande aux voisins de garder l'appartement. Ingrid découvre le premier problème. Une famille est sur le point de déménager dans une autre ville, mais ils apprennent soudain que les appartements qui leur ont été alloués par le gouvernement ont été occupés par d'autres personnes. À Zamora, il y a 5 appartements occupés. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me battre pour cet appartement, parce que lorsque je mourrai, je ne pourrai rien prendre avec moi. Ici, personne n'a de privilège. Yolanda n'a pas de privilège. Personne n'a de privilège. Moi, j'ai tout acheté ici. J'ai tout acheté ici. Tout ce que nous avons dépensé ici, c'était pour vivre décemment. Pour de nombreux habitants de la tour, déménager dans de nouveaux appartements représente un risque. Ici, à Caracas, tout est à côté. La maison et le travail ne sont pas loin. Le nouvel endroit est perçu comme une terre inconnue. Cette réunion est l'ultime tentative de persuader les derniers qui refusent de quitter Caracas.
L'objectif de la réunion d'hier était de convaincre d'abord les femmes qu'en ce moment, obtenir un nouvel appartement n'était pas une chose facile. Depuis les inondations, les gens habitent dans les casernes. Ils ont besoin d'un endroit pour vivre. C'est une énorme opportunité pour eux. Mais ils ne se rendent pas compte, ils n'en profitent même pas. Si on me donne un appartement, je partirai. J'aime bien ici, mais s'il me propose d'aller ailleurs, je serai obligée de déménager. Je ne ferai pas de scandale. Je ne vais pas dire au président « Non, laissez-moi à Caracas, parce que vous êtes obligé de me laisser à Caracas. » Viens ici. C'est parce que tu pars. Merci à Dieu. Demain, je déménage à Lomas de Guadalupe. J'ai pleuré toute la nuit parce que je suis nostalgique, car j'ai passé tellement d'années ici avec ma famille et à présent, on doit déménager quelque part ailleurs, mais c'est mieux comme ça. Je prie Dieu de leur donner un lieu pour vivre. Moi aussi, j'ai des enfants et je suis sûre qu'ils méritent ces appartements. Il y a une révolution au Venezuela et nous avons un gouvernement qui prend soin des nécessiteux. Je sais qu'ils seront aidés pour trouver un nouveau logement. Bien sûr, on était des squatteurs, bien sûr, c'est vrai, mais nous nous sommes battus pour cet endroit. Janet Castillo. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Especialmente yo le doy gracias al Señor en esta mañana porque para nosotros es un triunfo, una victoria. Amén. Mis hermanos saben a lo que me refiero. Bendice, Señor, la nube, Señor, se convierte en un lugar de oración, autobuses, Señor. Gracias, tú el conductor, Señor, de estos autobuses, Padre Santo. Guarda esa gandola, Señor, estos choferes, Señor, que van manejando esa gandola, Señor. Los hermanos. ¡Ay, gracias! Là où j'habitais avant, chaque fois, je devais monter au 13e étage par un escalier sans rampe. C'était dangereux, parce qu'on peut faire un faux pas et tomber, mais ici, c'est bien plus sûr. On m'a attribué un appartement à loyer modéré. Je ne peux pas le vendre, mais par exemple, si je déménage ou si je ne veux plus y habiter, ma fille ou mes enfants peuvent vivre ici. On ne paiera pas de loyer la première année. À partir de l'année prochaine, on devra payer. La nuit dernière, Monica et Juan, tout comme les derniers habitants, ont appris qu'ils devaient déménager. C'est leur dernière matinée dans la tour de David. Ils ressentent des émotions contradictoires. Je suis à la fois heureuse et triste. Il y a tellement de souvenirs ici. Rachel, je t'ai dit non. Il y a tellement de souvenirs ici. Ma fille avait 2 mois et mon fils avait 2 ans et à présent, ils sont tellement grands. Je garde beaucoup de souvenirs de cet endroit, le 16e étage où j'ai passé 7 ans de ma vie. Donc bien sûr, je suis heureuse parce qu'au moins, je ne monterai plus à pied les 16 étages. Je ne devrai plus porter des conteneurs quand il y a des coupures d'eau. Mais en même temps, je suis triste.
Je rêve de jumeaux, un garçon et une fille. Il y a une chance, même le médecin le dit. Bien sûr, il faudra qu'on leur dise d'où nous venons, puisque c'est une partie de notre vie. Ça n'a rien de honteux de vivre dans la tour de David. Je suis fière de vivre ici. Ça m'a beaucoup appris.